Pour accéder à de nouvelles vitesses, les ingénieurs français vont s'inspirer du métro parisien et de sa technologie électrique. On a tout de suite vu que l'électricité pouvait produire des puissances nettement supérieures à des coûts beaucoup plus bas. Et cette évolution commence par l'environnement du train. En 1952, la SNCF décide d'électrifier la voie entre Paris et Lyon. C'est une centrale électrique qui va apporter l'énergie dont le train a besoin. Un courant de 1500 volts est ainsi transmis dans un fil de cuivre au-dessus de la voie ferrée, appelé caténaire. Sur des sections de plusieurs centaines de mètres, on va dérouler un fil caténaire et avec un système de tendeur et de contrepoids, on va le mettre en tension. On rajoute des contrepoids pour que la ficelle soit tendue au maximum, comme une corde de violon, c'est exactement pareil. Plus un train va vite, plus il faut que le fil caténaire soit tendu pour permettre au train d'avoir une bonne qualité de ce qu'on appelle le captage. La rigidité du fil de cuivre est essentielle, car il doit résister à la pression exercée par une pièce maîtresse du train. C'est le pantographe, une sorte d'archet situé au-dessus du wagon de tête et qui est chargé de récupérer le courant électrique. Le pantographe, lui, pour capter le courant, il faut bien qu'il touche le fil de contact de la caténaire. Et pour le toucher, il se soulève. Le pantographe est un élément clé de cette révolution du train électrique. Et 70 ans après, il est toujours présent sur les TGV les plus récents. Il pèse toujours aussi lourd, près de 200 kg, et fait aussi l'objet, comme à ses débuts, d'un secret industriel. Plusieurs parties sont encore protégées par des brevets, comme sa résistance à l'air. Bien comprendre que le pantographe, c'est un peu comme une aile d'avion. Il se soulève. Malgré la pression de la vitesse, la composition de l'archet l'empêche de s'arracher. Sa structure et ses attaches, issues de l'ingénierie française, reproduisent donc un exploit au quotidien. Mais à ce niveau de vitesse, un problème apparaît rapidement. En soulevant le fil de cuivre de plusieurs centimètres, il ne faudrait que quelques minutes pour qu'il ne se coupe en deux sous l'effet de la vitesse. Alors les ingénieurs vont trouver la parade. La caténaire est installée en zigzag. Pourquoi en zigzag? Pour qu'elle puisse se balader sur le pantographe. Si on la mettait en ligne droite, on obtiendrait une scie. Et là, vous feriez 1 km, vous auriez coupé votre pantographe. Un archet fait en gros dans les 70 cm ou 65 cm. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir toute la longueur de l'archet qui soit utilisée pour le zigzag. Donc, ça se compte en plusieurs dizaines de centimètres. Une fois le contact établi, le courant est envoyé dans un transformateur, puis dans les moteurs qui se trouvent sur les bogies, de grands chariots dotés de roues. Cette puissance électrique qui va alimenter directement les moteurs, c'est la promesse d'une puissance sans précédent et de pouvoir accéder à de nouveaux paliers de vitesse jamais atteints. La commande de l'État se porte ainsi sur 2 constructeurs français, Alstom et Schneider. On va prendre 2 locomotives issues de 2 technologies différentes. Une de type BB et une de type CC. La BB de Schneider dispose de 4 roues par bogie. La CC d'Alstom en a 6, ce qui lui permet de gagner en adhérence à grande vitesse. Ces trains inédits sur le marché doivent devenir le nouvel étendard du chemin de fer bleu-blanc-rouge. Et pour inaugurer cette nouvelle ère, et avant d'imaginer un quelconque record, le 21 février 1954, les ingénieurs vont tester la nouvelle ligne reliant Paris et Lyon. La CC est lancée à pleine vitesse. Le but est d'observer son comportement. Cette rame qui est conçue pour rouler en fait à 160 km/h va rouler à 243 km/h. 243 km/h. C'est un record de vitesse. Sans aucun travail spécifique, la CC de conception française fait rêver les spécialistes du ferroviaire. Elle offre des perspectives de trajet pour le grand public extrêmement rapides. Il s'agit d'un matériel strictement de série, absolument pas modifié. Le succès de cet essai, dans des conditions normales d'utilisation, va donner des ailes aux ingénieurs de la SNCF.
Et c'est l'un d'entre eux, Fernand Nouvion, qui va proposer le plus grand des défis ferroviaires de l'époque. Lancer les 2 nouveaux trains à pleine vitesse, mais en leur donnant une puissance encore jamais développée. Il va décider de tester, je dis bien, les 2 locomotives pour voir s'il est possible de rouler très vite avec ce genre de traction électrique. L'idée, évidemment, à l'époque aussi, c'est de voir comment va se comporter à la fois le train, à la fois la voie, mais aussi la caténaire. L'objectif est d'atteindre les 300 km/h. Dépasser le record précédent des 243 km/h. La France entre définitivement dans l'histoire des courses au record. On se demande où on peut faire un essai pour aller très très vite. Et il se trouve qu'il y a en France, dans les Landes, une ligne droite de 40 km parfaitement rectiligne. Il n'y a qu'une seule courbe avec un grand rayon de près de 4000 mètres. Une fois la trajectoire définie, on vient y apporter quelques modifications pour pousser les machines au maximum de leurs possibilités. Ainsi, la caténaire par laquelle le courant passe voit son intensité augmenter à 2000 volts, au lieu des 1500 qui seront la norme sur le réseau ferré. On avait là aussi forcé la tension et l'alimentation électrique de façon à amener plus de puissance aux motrices et à pouvoir atteindre des vitesses records. Donc ça veut dire que les machines vont développer des puissances de 8 MW, alors qu'elles sont conçues plutôt pour 3 ou 4 MW. On fait plus que doubler ce pour quoi elles sont conçues. Ce surcroît de puissance, personne ne sait encore ce que cela va induire dans le comportement de la machine. Ça, c'est un vrai saut dans l'inconnu, puisque les techniques de conception de l'époque, de modélisation, ne permettaient en fait pas du tout de prévoir ce qui allait se passer. Ne sachant pas quels sont les problèmes qui peuvent apparaître au-delà de 250 km/h, les ingénieurs font preuve d'imagination. Les pare-brises des locomotives ont été équipées de grillages. On craignait un choc avec un oiseau, tout simplement. Et à 300 km/h, on se disait que ça allait faire des dégâts dans la cabine de conduite. Avec une telle puissance au démarrage, on craint aussi que les premiers mètres soient compliqués à gérer pour le conducteur. Comment contrôler la puissance des moteurs et éviter que les roues ne patinent? Les constructeurs décident donc de créer un dispositif pour projeter un antidérapant. Donc c'est pour ça qu'il y a du sable à bord des engins moteurs pour augmenter l'adhérence. Le sable évite de patiner au démarrage. On en retrouve encore sur les machines actuelles. Elles sont dotées de réservoirs qui s'ouvrent pour déverser la quantité nécessaire. Alors il y a un petit tuyau qui approche le sable de l'endroit où la roue est en contact avec le rail.